Boris est venu en 2014, ça fait déjà 10 ans, et tu étais venu présenter Hope. Et le film avait été, tu étais en résidence à l'époque au Moulin d'Andé, hein, je crois, à cette époque-là. Donc on est content de te retrouver. Enfin, tu as toujours été en forme, mais là, tu es en grande forme cinématographique. Et bravo pour ton film, parce que nous, on a été scotchés avec Hervé quand on l'a découvert. Et tous les spectateurs qui découvrent ce film, et d'ailleurs les salles sont pleines en ce moment, partout, parce qu'il est en train de se passer quelque chose autour de ce film. Il faut que tu nous racontes vraiment à partir de quel moment tu as commencé à bosser et comment tu as rencontré Sangaré. Voilà. Il n'y a pas 3 questions en une. Il y en a 3. Le micro marche? Tiens, on prend le mien. Il marche? Oui, ça marche. Non, ça marche. Tu entends? Moi je m'entends pas, mais j'ai pas besoin de Tiens, prends le mien. Non, ça va? Bonsoir, merci d'être là. Ça fait plaisir de voir cette belle salle bien pleine et ce cinéma bien rénové, parce qu'effectivement j'étais venu il y a 10 ans et la salle ne ressemblait pas tout à fait à ça. Merci donc et bonsoir. C'est quoi la question? Non mais moi je voulais savoir à partir de quel moment donné tu as commencé à travailler sur ce projet. Alors pour ceux qui ont vu Hope, qui était mon premier film de fiction, ça c'est le 3e, vous savez que ça fait un moment que je m'intéresse aux questions de la migration, que ça m'intéresse de raconter ces parcours migratoires ou de raconter les vies en fait de ces gens, surtout que ces vies sont peu racontées. Et ça me plaît de prêter ma voix pour raconter à ces voix qui ne sont pas entendues. En fait. Donc ces questions de migration m'intéressent beaucoup, mais j'avais longtemps freiné avant de faire ce film pour la première raison, c'est que j'aime bien faire des films loin. Dans mon désir de cinéma, dès le début, mon désir de cinéma, ça allait avec aller loin, aller découvrir quelque chose d'autre, aller découvrir un autre pays, une autre communauté, voilà, partir très loin et faire du cinéma. C'était ça mon idée dès le départ. Donc filmer au coin de chez moi, parce que là c'est littéralement filmer au coin de chez moi, ça me semblait pas faire partie de mon projet en fait. Et puis bon, avec le temps on évolue, on mûrit, et on finit par faire des choses qu'au début on ne pensait pas possible. Et j'ai vraiment eu une sorte de déclic pendant le confinement en fait, pendant le Covid, parce que tout d'un coup, pendant le Covid, les rues de Paris se sont vidées, et tout d'un coup, les livreurs qu'on voit peu, ben, on ne voyait plus qu'eux. Ils remplissaient toute la place, et c'était impossible de plus les voir. Et ça m'a beaucoup frappé, et ça s'est imposé comme une évidence, ce qui fait que dès que les portes se sont rouvertes, que la vie a repris, j'ai commencé à faire des repérages et à partir à la rencontre donc, de livreurs parisiens en leur demandant de m'expliquer vraiment le maximum de choses de leur vie, de comment ils avaient commencé la livraison, comment ça marchait, comment s'ils n'avaient pas de papier ils pouvaient travailler en louant le compte de quelqu'un d'autre, comment ça se passait ces sous-locations, comment ils s'étaient fait arnaquer par les titulaires de compte, comment ils avaient trouvé la chambre où habiter, c'est-à-dire plein de petits détails de leur vie. Et les détails, c'est le plus important. Les détails, ça fait tout en fait. Parce que quand vous avez des détails, vous avez de la matière réelle en fait. C'est pas des grandes idées, c'est pas des grandes intentions, c'est du réel. Voilà. Et ça a été la base de mon travail, ce que j'ai fait à l'été 2020. Et à partir de ça, ensuite, un long travail de scénario. Le scénario, c'est toujours le plus long dans le travail, pour vraiment construire l'histoire que je voulais raconter avec ce matériau documentaire que j'avais récolté. Alors là, c'est vrai qu'il faut vraiment parler de la mise en scène du film, parce que là, tu nous mets vraiment en immersion totale depuis le début du film. On ne lâche pas, on le suit, mais tout le temps. Tu ne le lâches pas. Et c'était un parti pris que tu voulais vraiment de mise en scène. Oui, bien sûr. En fait, je pense que le film il vous propose une expérience. L'idée, elle est un peu simple. L'idée, c'est, ok, vous savez tous que les livreurs, ça existe, vous les voyez tous dans la ville, peut-être vous commandez Uber Eats, Deliveroo ou autre, et donc vous avez des interactions avec eux, mais l'interaction avec les livreurs que vous avez, c'est bonjour, merci. Si vous voulez mettre un pourboire, vous passez par l'application, vous ne lui donnez même pas de la main à la main. Donc l'interaction, elle est vraiment minimale. Et au fond, vous savez que ces livreurs ils existent, vous les connaissez en un sens, mais vous ne savez rien d'eux. Et donc l'idée, elle est très simple, c'est passer, je vais vous obliger à passer 1h30 accroché à Suleiman et à regarder le monde, à regarder Paris de son point de vue.
Et donc pour ça, effectivement, si on veut que cette expérience elle soit réelle, enfin qu'elle soit forte, eh bien, il faut que ce film soit le plus immersif possible. Donc il l'est par l'image, en étant extrêmement collé au personnage principal, et il l'est en filmant beaucoup en ce qu'on appelle en courte focale, c'est-à-dire quand on filme de près. Ce qui est bien en courte focale, c'est que ça laisse quand même exister beaucoup la ville derrière, ce qui est très important, et aussi par le son. Énorme travail du son pour vous rendre le son le plus présent possible. Peut-être parfois vous avez pris des claques comme ça de son, tout d'un coup quand la ville revient après des scènes qui ont l'air très calmes comme ça, et puis tout d'un coup la ville... J'avais envie de cette brutalité de la ville pour que tout le son, c'est pas juste une ambiance, c'est quelque chose qui doit vous donner des sensations, qui doit vous faire ressentir, vous faire frissonner, vous faire, je sais pas, vous impressionner pour vous donner vraiment la sensation de la ville, la sensation de la brutalité de la ville, la brutalité de Paris, le fracas de la circulation, la foule dans tous les sens, le grincement des RER, voilà, tout ça doit être très très fort. Donc oui, pardon si je réponds longuement, oui, film le plus immersif possible. Non mais au contraire, vas-y, parce que c'est ça qu'on veut savoir, on veut vraiment savoir aussi comment, parce que là, j'imagine tu devais avoir énormément de matière pour travailler ton montage, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film, c'est très très riche. T'as beaucoup tourné, Oui et non, j'ai coupé très peu de scènes au montage, donc en fait le film il est quand même assez largement comme il a été écrit. Le seule chose pour laquelle on a tourné comme ça des grandes longueurs pour en prendre des petits bouts, c'est le vélo. Parce que le vélo c'est un peu compliqué à filmer. Si vous voulez, je vous raconte comment on a filmé. Comment filmer un vélo dans les rues de Paris. Et oui, voilà, et ça nous intéresse vraiment. Ouais, vas-y. On peut pas, alors évidemment, on peut rester planté sur le trottoir et regarder le vélo qui bouge, mais ça va pas du tout vous donner le sentiment d'un truc justement immersif. Ça va pas du tout vous faire trembler pour le personnage. Vous allez bien pépère dans votre fauteuil à regarder les vaches qui passent comme ça. Ça va pas du tout vous donner la sensation que je cherche. Donc il faut être en mouvement avec le vélo. On peut pas être dans une voiture. Parce que les voitures, par définition, elles sont arrêtées par les embouteillages et par les feux rouges. On ne peut pas non plus vraiment être sur une moto, parce que griller les feux en moto, c'est un peu gênant, et parce qu'on ne peut pas prendre les pistes cyclables. Donc il n'y a qu'une seule possibilité, en fait, c'est d'être en vélo nous-mêmes. Donc tout le film, enfin pardon, pas tout le film, je dis n'importe quoi. Toutes les scènes de vélo sont tournées depuis des vélos. Avec le chef-op qui était vraiment... Donc on avait un vélo cargo, vous voyez comment c'est les vélos avec une grande benne devant, avec le chef-op assis dedans, et puis une sorte de dispositif. Ça s'appelle un bras Easy Rig pour un tout petit peu stabiliser la caméra, mais pas trop, parce qu'en même temps je veux que ça reste précaire, nerveux, pour vous faire un peu peur. Donc le chef-op comme ça dans une benne, l'ingé son sur un autre vélo que généralement je conduisais moi, à l'arrière, avec son antenne, bizarre. Parfois un autre vélo pour l'assistant réal, pour le régisseur. Voilà, et on suivait en vélo comme ça dans la circulation, pour vous donner justement ce sentiment de la précarité du vélo qui peut tomber à n'importe quel moment et d'être vraiment immergé dans cette circulation parisienne assez violente. J'avais un élément de comparaison, même si la trame n'était pas la même, en 2019-2020 était sorti un film avec Laure Calamy. Le monde du travail. Je me souviens plus du titre. À plein temps, c'était... C'était un peu la même trame, enfin... pas du tout la même histoire, mais on était de bout en bout avec elle et c'était hyper stressant, on s'identifiait à elle et elle frôlait la catastrophe, enfin c'était... et j'ai ressenti ce rythme-là. Donc première question, est-ce que vous êtes un peu inspiré de ce film? Et deuxième question sur le merveilleux acteur que vous avez trouvé. Voilà. Merci d'abord pour ce que vous dites. À plein temps, oui, c'est un film que j'ai vu. Non, je ne me suis pas inspiré de À plein temps, même si c'est un film que j'ai apprécié quand je l'avais vu et qui j'aime bien le côté trépidant et le côté en temps réel comme ça, même si c'est du faux temps réel en fait, mais bon, cette sensation de temps réel que ça nous donne. Et j'aime beaucoup Laure Calamy aussi, donc j'aime bien ce film, mais je dirais pas que c'est une source d'inspiration. Les sources d'inspiration pour l'écriture du scénario, je pensais à des films roumains. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez sans doute vu La Palme d'Or il y a une quinzaine d'années, 83 semaines, 2 jours. Là-bas, la scène de l'avortement. Voilà, parce que l'idée j'aime beaucoup. Ou alors un autre film roumain de la même époque, La mort de Dante Lazarescu. Parce que c'est des films tout simples, faits sur une trame qui tient en une ligne.
qui sont des films vraiment du réel. Et en même temps, avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, il y a un côté thriller dans le côté qui nous tient comme ça. Donc c'était plutôt ça mes modèles d'écriture. Et puis après, en termes de cinéma, moi, je pensais plutôt à le cinéma des frères Safdie, très très urbain, très bruyant, comme ça, Uncut James ou même Good Time avant. Voilà. Et encore plus Uncut James, qui est un film un peu, qui est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelque chose de déplaisant dans le film, parce qu'il est tellement toujours poussé à l'excès qu'il y a un moment où on n'arrive plus à tenir, mais tout est hystérique dedans, mais il y a quelque chose formellement qui nous intéressait beaucoup, auquel on a beaucoup réfléchi aussi avec mon chef op, mon ingénieur du son, etc. Ça c'est pour la première question. Et la deuxième question, Abou Sangaré, vous m'avez demandé quoi sur lui, comment je l'ai rencontré? Vous l'avez rencontré, oui. Comment vous l'avez dirigé, enfin, comment ça s'est passé, la rencontre et le tournage? Alors on s'est rencontrés pendant un casting, donc on a fait un grand casting sauvage, c'est-à-dire un casting de non professionnel. On cherche quelqu'un qui n'est pas acteur et qui malgré tout pourrait jouer ça. Donc j'ai cherché, puisque c'était l'histoire d'un livreur guinéen, j'ai cherché parmi les livreurs guinéens. C'est pas mal. Venu à Rouen d'ailleurs, je crois. Ouais, mais pas tout de suite. J'y arrive. Donc on a d'abord cherché dans les rues de Paris avec les livreurs guinéens, on en a rencontré plein, on en a fait venir plein au bureau de casting, on a fait des petits essais, etc. Puis comme on ne trouvait toujours pas à Paris, on a un peu élargi la recherche et on a vu qu'il y avait des villes où il y avait des gens qui nous envoyaient pas mal de candidatures et où donc il y avait une communauté guinéenne, de jeunes Guinéens pour des raisons que j'ignore. Et donc on est venu comme ça à Rouen, une journée avec ma directrice de casting, on est venus tous les deux passer une journée à Rouen où des associations nous avaient un peu préparé le terrain et on a aussi parcouru la ville, on a repéré assez vite où étaient les spots des livreurs et on est allé leur parler, etc. Voilà, donc c'était chouette cette journée à Rouen, mais voilà, c'est pas non plus là qu'on a trouvé, mais on a trouvé un peu dans ce même mouvement, assez peu de temps après, à Amiens, où on est descendu, enfin on est monté en l'occurrence, on est monté un jour et une association nous avait réuni 25 jeunes Guinéens à qui on a expliqué ce qu'on faisait, c'était quoi faire un film, ça voulait dire quoi pour eux si on choisissait l'un d'eux, etc., etc. Après on les a tous auditionnés, et l'après-midi on en a revu 4, et puis il y en a un qui nous plaisait quand même beaucoup, donc on l'a fait revenir à Paris la semaine suivante pour faire un nouvel essai. Et on s'est très vite, presque tout de suite, décidé sur lui à ce moment-là, parce qu'il avait quelque chose, et c'est drôle parce que quand on fait des essais, comme ça, des petites impros, c'est beaucoup de blabla, parce que moins il y a de texte, plus il y a de blabla. On parle pour remplir, c'est normal, il faut occuper la scène, donc on blablate. Et là, moi, ce qui m'avait frappé chez lui, c'était un moment de silence, en fait. Un moment de silence où c'est comme s'il tombait en lui-même. Il y avait une puissance dans ce silence. Et ça nous a décidé, avec Aline Delbis, la directrice de casting, on s'est dit, c'est lui, de toute façon il n'y en a aucun autre d'approchant. Après, comment j'ai travaillé avec lui? D'abord, en fait, il y avait un scénario très écrit avant, hein, mais on a fait beaucoup de répétitions. Quand on travaille avec des non-professionnels, ils ne sont pas acteurs, ils vont quand même devenir les acteurs du film. Lui, il a un rôle énorme, il est dans toutes les scènes du film. Il a beaucoup de choses à jouer, des états psychologiques très différents, vraiment des choses à jouer. Donc il faut lui préparer un petit peu. Donc on a fait beaucoup de répétitions avec lui, et puis petit à petit avec tous ceux qu'on a castés par la suite, qui sont donc devenus les rôles secondaires du film. On a répété toutes les scènes comme ça. Et pour moi, répéter, ça ne veut pas dire leur faire apprendre par cœur un texte, ça n'a aucun sens pour cette configuration. Ça veut beaucoup plus dire, je sais qu'est-ce que la scène doit raconter, et elle est écrite d'une certaine manière, mais je sais aussi que la manière dont je l'ai écrite tout seul dans ma chambre n'est pas forcément la bonne. Donc il faut qu'on essaye ensemble, qu'on essaye les scènes en fait, qu'on essaye de les faire, un peu comme j'ai écrit, puis un peu différemment, un peu comme ils le sentent, et on cherche la scène ensemble. Et on fait des impros, et il y a des choses, ça n'a pas de sens que j'écrive moi, si j'écris moi un dialogue où il y a des Guinéens et des Ivoiriens qui se font des blagues, bon, mais je ne vais pas tomber juste, donc il faut essayer avec eux. On essaye, et puis ça vient, et on essaie différentes choses. Et après tout ce processus de répétition, j'ai tout réécrit le scénario, enfin
Ça n'a pas changé ni la structure, ni l'histoire, ni la dramaturgie, mais j'ai écrit entièrement le scénario pour que ce soit le scénario qui leur convienne en fait. Que ce soit le scénario qui soit juste par rapport à leur manière de parler, mais pas seulement de parler, mais aussi leur manière de faire, leur manière de ressentir, leur manière de bouger. Voilà. Et c'est vrai de Sangaré qui joue le rôle principal, mais c'est vrai aussi par exemple des flics, les deux personnes qui jouent les policiers, c'est deux agents de sécurité de la RATP. Donc c'est pas des policiers, mais c'est des gens qui font un travail de police en fait dans le métro. Donc j'avais pris parce qu'ils ont vraiment cette manière de parler comme des policiers que moi je connais pas. Si moi j'écrivais les lignes des policiers, ça ferait du mauvais feuilleton TF1. Voilà, parce que j'écrirais comme ça des références audiovisuelles, alors qu'eux, ils ont une manière de parler qui est à eux, qui est juste et tout ça. Laissons-les faire. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on arrive au tournage, en fait, le scénario était entièrement... on s'était tous vraiment approprié, et il était adapté à eux, à tous les gens qui jouent dans le film, qui sont donc tous des non-professionnels, à part Abou Sangaré, à part Nina Meurice qui joue la dernière scène, et qui joue l'agente de l'OFPRA, et le petit rôle aussi du monsieur qui a qui est le voisin de lit dans le foyer. Il se trouve que c'est un acteur de théâtre, mais à part ça, tous les autres, voilà, les livreurs sont des vrais livreurs, le titulaire de compte a vraiment fait ça, etc. Et puis c'est ta méthode de travail à toi, souvent. C'est ma méthode de travail, mais là j'ai fait plus de répétitions, parce que c'est vrai que Hope, mon premier film, qui était donc une histoire qui raconte l'histoire de deux migrants africains sur la route de l'Europe, et que j'ai déjà fait entièrement avec des non-professionnels, ça ressemble, mais là j'ai poussé plus loin le travail de répétition et la réécriture, ce qui fait que le scénario, quand on est arrivé sur le tournage, le scénario était vraiment adapté, et puis en plus, entre-temps on a fait aussi les repérages, c'est que le scénario était entièrement adapté à la fois aux acteurs, au décor, au lieu où on allait tourner. Tout ça a été revu et tout ça était devenu juste. J'ai pas eu à me battre contre mon scénario, ce que je fais d'habitude. Tu peux nous dire un petit mot sur Abou, sur sa situation aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, il cherchait à être régularisé, on lui fermait la porte. Et aujourd'hui, on voudrait savoir un petit peu ce qu'il est devenu. Alors effectivement, Sangaré, je l'appelle Sangaré moi parce que je me suis rendu compte que lui en tout cas préférait être appelé, et la plupart des Guinéens préféraient être appelés par leur nom de famille. Entre eux, ils s'appellent comme ça. Moi j'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça, donc c'est Sangaré. Sangaré, quand je l'ai rencontré, il est en train de déposer une demande de régularisation. C'est quelqu'un qui est arrivé en France il y a longtemps maintenant, il est arrivé mineur, mais il n'a pas été reconnu comme mineur, bien qu'il le fût. Ce qui fait qu'il a grâce à des associations... Ça marche encore? Oui, parce qu'il y a des micro-coupures, mais ça marche. Grâce à des associations, notamment RESF, il a pu étudier, il a passé un bac pro mécanique, ce qui est très méritant de sa part, parce qu'il était arrivé, il était quasiment analphabète, il ne parlait pas français, voilà, c'est quand même énorme comme effort. Mais il n'a jamais été régularisé, et donc quand moi je l'ai rencontré, il était en train de déposer une demande de régularisation par le travail, avec un garage qui lui donnait une promesse d'embauche en CDI, ce qui peut donner droit à une régularisation. Donc je me suis dit, j'espère que le film va aller à Cannes, parce que c'est un levier pour agir. Le film est allé à Cannes. Il a eu du succès. Abou Sangaré a obtenu un prix d'interprétation à Cannes. Le film a été très très bien reçu. Il a été primé. Donc je me suis dit, dans la semaine, on va régler ça. Sauf que depuis quelques mois, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a des ministères qui ne travaillent pas. Donc... Voilà, donc la chose a beaucoup traîné, mais tout récemment, la préfecture de la Somme vient enfin de lui renvoyer un mail en lui proposant de redéposer un dossier. Et ils nous ont fait un mail à nous aussi en nous disant qu'ils avaient été alertés de la situation, qu'ils avaient donc compris que la situation était particulière et qu'on pouvait lui donner une attention particulière. Et donc j'espère que maintenant, cette nouvelle demande va obtenir une issue favorable. Allez-y, monsieur. Voilà. Je suis à la Sanso et je vous remercie pour le travail que vous avez abattu. Et là, je suis déboussolé parce que je suis dans la même situation que le monsieur Sangaré. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, parce que je suis guinéen aussi comme lui. Si vous appelez So, je sais que vous êtes guinéen et que vous êtes Peul. Bah oui, exactement. J'ai suivi la scène, moi je n'ai même pas suivi les sous-titres parce que j'entendais tout ce qu'il disait. Donc, j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, ces jeunes que vous avez rencontrés, ces jeunes Guinéens,
et ils ont des histoires communes. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la scène, ils s'entraident parce que chacun essaie d'aider l'autre à lui préparer pour l'entretien. Et est-ce que dans cette situation, vous avez compris qu'il y a quelque chose derrière avant qu'il ne pose du pays? Est-ce que vous avez su qu'il y a vraiment, même si le cas de Sangaré, c'est un peu inventé parce que ce n'était pas la vraie histoire de Sangaré, mais les autres, je crois bien, parce qu'ils sont préparés, ils ont la même histoire. Est-ce que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'est-ce qui les amène réellement ici et pourquoi ils sont là? C'était ça que je voulais savoir. Bien sûr, il y a eu des graves problèmes politiques en Guinée et aujourd'hui la situation n'est pas réglée. Mais, attendez, comment vous répondre de manière juste? C'est pas parce que l'histoire raconte, c'est pas parce que le film, je veux dire, raconte l'histoire de quelqu'un qui ne dit pas la vérité, enfin, qui raconte une histoire fabriquée, ça ne veut pas dire que pour autant ces histoires n'existent pas. Mais ce qui s'est passé, ce que j'ai constaté en allant à l'OFPRA aussi, c'est-à-dire moi je suis allé assister à beaucoup d'entretiens à l'OFPRA, beaucoup d'entretiens de Guinéens. C'est que maintenant en fait à l'OFPRA, ils ont le sentiment que parce que beaucoup de Guinéens ont obtenu l'asile avec des histoires comme ça, qu'aujourd'hui beaucoup d'autres Guinéens, ça ne veut pas dire tous, hein, mais que beaucoup d'autres Guinéens sont arrivés et répètent les mêmes histoires parce qu'à un moment ça a marché et parce que ça correspondait à quelque chose. Et aujourd'hui à l'OFPRA, ils donnent de moins en moins l'asile à ces personnes, pour ces mêmes raisons. Et je pense que ça se passe à l'OFPRA pour les Guinéens, et ça se passe aussi pour d'autres nationalités. Il y a des cycles comme ça, et c'est assez terrible, mais la chose m'a aussi été racontée de l'autre côté par des Guinéens qui en fait ont eu l'impression que quand ils sont arrivés, on leur a dit « va voir tel monsieur », parce que c'est lui qui sait, qui va te dire exactement comment il faut préparer ton entretien. Et ils ont préparé avec ce monsieur que la communauté leur avait adressé comme la bonne personne, celui qui sait, et ils ont payé parfois très cher. Et après, ils se retrouvent en fait à répéter des récits que les gens de l'OFPRA connaissent par cœur, et ça ne marche pas. Et c'est quelque chose d'assez triste en fait, c'est quelque chose de très triste. Mais bien sûr, je sais qu'en Guinée, il y a eu des graves problèmes politiques. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de raconter l'histoire d'un Guinéen, plutôt que l'histoire d'un Ivoirien ou d'un Sénégalais. C'est parce que les Guinéens à la fois sont très nombreux dans la livraison, demandent aussi beaucoup l'asile, et aujourd'hui se trouvent dans cette situation où à l'OFPRA, ce type de récit-là, il y a d'autres récits après, mais ce type de récit-là est jugé moins crédible. Voilà. Mais bien sûr, il y a eu des situations politiques dramatiques en Guinée, il y a eu ce grand massacre dans le stade, bien sûr. Monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre film, évidemment, bravo. Vous avez répondu à ma première question, donc je ne vais pas la dire. C'était pourquoi la Guinée spécifiquement? Pourquoi la Guinée? C'est parce que d'abord, les deux communautés qui vraiment dominent la livraison à Paris, c'est Ivoiriens et Guinéens. Et c'est pas un hasard, c'est parce que c'est les communautés les plus récentes et les moins structurées. Les Maliens, les Sénégalais qui arrivent connaissent plus de gens, ont plus de réseaux sur lesquels s'appuyer, sont moins isolés et vont moins faire ce métier qui est très difficile. Et par ailleurs, entre la différence entre les deux, c'est qu'effectivement les Guinéens demandent plus l'asile. D'accord, merci pour cette réponse. Et la deuxième, c'est sous l'image, j'ai oublié son vrai nom. L'acteur Abou Sangaré. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui l'a poussé à tourner avec vous? Non mais, vous deviez en parler quand même, non? Bah, qu'est-ce qu'il a... Franchement, j'en sais rien. Je dirais que ça lui a fait envie, mais il s'est dit que... Bah, déjà, il est dans une situation où, n'ayant pas le droit de travailler, n'ayant pas de papier, nous, on a en fait violé ce droit. C'est-à-dire qu'on l'a engagé, on l'a payé, etc. Mais il était dans une situation d'attente, en fait, il n'avait rien d'autre à faire. Puisqu'il y a un garage qui lui promet de l'embaucher, mais il ne peut pas travailler dans ce garage tant qu'il n'a pas de papier. Donc il est dans une situation d'attente où il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Après, je pense que l'idée de jouer dans un film lui a plu, sans doute, mais ça m'embête de répondre pour lui. Mais au début, il avait un peu peur, même il se disait, est-ce que ça ne peut pas m'attirer des problèmes? Est-ce que ça pas... Bon, je pense que c'est plutôt ce qui va résoudre ses problèmes à la fin. Mais
Mais voilà, je pense pas que c'était quelqu'un qui rêvait de faire du cinéma depuis toujours. Je pense que c'était loin de lui et c'était pas quelque chose. Mais il a été tenté par l'aventure. Il y a quelques années, avec mon association Welcome, avec notre association Welcome, pardon, eh bien j'ai aidé un jeune Guinéen. Et justement autour du récit, c'est une chose très très importante, cette question-là. Et un jour, on se retrouve devant son avocat qui était commis d'office, et il fait part de son récit, et puis l'avocat, au bout de 5 minutes, lui dit mais j'ai déjà entendu la même histoire la semaine dernière. Donc, il a fallu qu'il fasse un sacré bout de chemin, ce garçon, pour finalement, j'abrège, mais il s'en est tiré, Dieu merci, il a reconstitué un récit qui était plus crédible, parce que plus authentique. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Moi, j'aime bien cette fille de l'Ofra, parce que je la trouve très honnête. Elle fait son job, elle perçoit quelque chose qui dysfonctionne dans le récit. Je la trouve empathique, même si elle peut paraître un peu froide comme ça, mais finalement, avec le silence dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il y a un silence, là, ça y est, tout bascule, et il redevient crédible. Si bien que, quand j'ai vu la fin du film, je me suis dit, il y a un bon espoir quand même. C'est tout. Alors, son récit de la fin est très émouvant. Je ne suis pas sûr qu'il va lui donner l'asile. Mais juste je réagis sur ce que vous avez dit sur la fille de l'Ofra. Moi j'ai assisté à des entretiens à l'Ofra plusieurs fois, j'ai passé plusieurs journées là-bas à écouter des entretiens et j'ai vu plusieurs sortes d'agentes, j'en ai vu d'officières de protection comme on dit. Donc j'ai vu une officière de protection très sympathique, très courtoise, j'ai vu un monsieur qui avait l'air d'avoir du mal à être en interaction, qui était un peu comme à moitié autiste. J'ai vu une femme extrêmement désagréable qui coupait la parole à tout le monde, donc toutes sortes de gens. Mais après, le fait d'être sympathique ou pas sympathique, ça ne préjuge pas forcément du résultat. Peut-être que la dame sympathique ne donnait l'asile à personne, alors que la dame... enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui était important pour moi après, parce que de toute façon, à partir du moment où on fait de la fiction, ça veut dire qu'on décide qu'est-ce qu'on a envie de montrer. Donc c'est une décision du réalisateur. C'était important pour moi que dans le film, il n'y ait personne de méchant. Bon, le plus désagréable, c'est le restaurateur. J'ai pris le rôle pour moi. Donc, mais même le restaurateur, connard, que je joue, il est quand même, il est stressé. On peut comprendre après tout. Le titulaire de compte qui ne veut pas payer Souleymane, il n'est pas sympa. Il a ses raisons aussi. En discutant avec beaucoup de livreurs, sa position leur semblait défendable. Les flics, ils ne sont pas très sympas, mais on pourrait faire pire. Et l'agente de l'Ofra, c'était important pour moi qu'elle ne soit pas la méchante de service, qu'elle ne soit pas une femme horrible, aigrie, une vieille mégère, voilà. C'est pour ça que j'ai donné le rôle à Nina Meurice, que j'aime beaucoup par ailleurs. C'était important pour moi qu'elle ne soit pas la méchante, et c'était important, vous parlez d'empathie, c'est ça, qu'on voit quelqu'un qui est en fait le cul entre deux chaises. D'un côté, elle éprouve de l'empathie pour cette personne en face d'elle, elle est touchée par cette personne, et en même temps, elle est la représentante d'une institution qui a ses règles extrêmement codifiées. L'entretien entièrement est enregistré, donc elle ne peut pas non plus faire n'importe quoi et décider de donner ou pas donner sur un coup de tête. Tout est enregistré, tout est relu, vérifié, etc. Et donc c'était important pour moi que ce soit ce personnage qui n'est pas antipathique, bien qu'il soit en face, et de cette manière l'antagoniste de notre héros, qui soit là et qui d'une certaine manière soit notre représentante à nous, à vous, spectateurs, de l'autre côté de l'écran, et pas la méchante. Est-ce que c'est elle qui a le dernier mot? Il n'y a pas un supérieur qui va dire... En fait, la décision n'est pas prise par l'officier de protection qui fait passer les entretiens, elle est prise par son superviseur. Je vois qu'il y a plein de gens dans la salle qui connaissent ça mieux que moi, donc si je dis une bêtise, vous me corrigez. Elle est prise par son superviseur, mais généralement, d'après ce qu'on m'a dit, le superviseur, sauf s'il perçoit qu'il y a eu un dysfonctionnement, il va suivre la recommandation de l'officière. L'officière, il tape tout en même temps qu'il y a l'entretien, il retranscrit son rapport et après il donne une recommandation. Et le superviseur prend la décision, et s'il estime que l'entretien a été bien mené, il va plutôt suivre la recommandation. Madame. Oui, bonjour. Alors, je voulais d'abord dire que je suis hyper émue par le film, et ça, je pense que je ne suis pas la seule. Alors, je trouve que je suis avocate et que je fais droit des étrangers.
Et voilà, je vois ce que vous avez réussi à montrer dans ce film, c'est évidemment exactement la réalité, mais forcément, puisque vous avez tourné qu'avec des gens qui avaient vécu ça et qui vous ont raconté ça, mais vraiment le travail est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est très émouvant pour moi, mais je pense aussi parce qu'il y a énormément de bénévoles à Société, on se connaît un peu tous. Et je pense que pour nous, c'est très émouvant, et pour les personnes qui le vivent aussi très émouvant. Et vraiment un grand merci. Parce que le gros problème de ces sujets-là, c'est que c'est toujours des invisibles, comme vous dites, et que ça me semble vraiment, vraiment très important. Alors, moi, je suis sûre qu'il ne va pas avoir l'asile, de mon expérience, parce que raconter qu'on vient en France juste parce qu'on a besoin d'aider financièrement sa maman, malheureusement, ça n'est pas un motif d'octroi de l'asile. Donc, à moins de tomber sur une agente de l'OFPRA totalement militante, c'est impossible qu'il obtienne l'asile, et malheureusement, c'est quand même tout le problème de ce qui se passe avec la demande d'asile, c'est qu'il faut rentrer effectivement dans un cadre, et que notamment tout ce qui est réfugié économique ou climatique, par exemple, aujourd'hui est complètement exclu de la régularisation. C'était une observation. Je vous coupe la parole, mais gardez le micro pour réagir à ce que vous avez dit. Parce qu'en vrai, vous dites ce que je pensais en écrivant le scénario. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où il baisse les armes, et il dit ben non, c'est vrai, j'ai menti, c'est pas ma vraie histoire c'est celle-là. Pour moi, c'était fini. C'est-à-dire qu'à la fois, il est sauvé pour le spectateur, c'est-à-dire parce qu'il restaure sa dignité de quelqu'un qui a droit à sa vérité, et en même temps, du point de vue de l'OFPRA, c'est fini. Mais là, la grande surprise, dans une projection parisienne, il y a 2 personnes de l'OFPRA qui y sont venues, ceux qui m'avaient aidé à travailler là-bas, et j'ai parlé avec l'un d'eux qui me dit, qui est un ancien officier de protection, qui me dit, j'ai beaucoup réfléchi pendant toute la scène de l'OFPRA, et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait pendant cette scène? Qu'est-ce que j'avais fait si moi j'avais été dans cette situation, si j'avais été Nina Meurice? Et il me dit, ben moi je crois que j'aurais essayé, alors peut-être il me dit ça là maintenant, oui, mais il me dit, moi je crois que j'aurais essayé quand même de sauver celui-là, j'aurais essayé de dire, parce qu'après tout, si sa maman est stigmatisée à cause d'une maladie mentale, la stigmatisation pour un mineur qui doit fuir ensuite, ça peut être une raison, voilà, et je ne sais pas s'il faut le croire ou pas, mais ça m'a un peu retourné la tête. Je me suis dit, moi j'ai toujours écrit avec une idée très précise, et j'étais d'accord avec vous, mais ça m'a un peu retourné la tête et je me suis dit, mais finalement, la fin est ouverte et vous la décidez comme vous voulez. Voilà, pardon, je vous rends la parole. Non, mais je pense que quelqu'un qui n'aurait pas forcément l'habitude, enfin, si on faisait voter les gens là, à main levée qui donnent la protection. Non, mais là je parle d'un officier de protection. Je pense que 90% des gens bien ont sûr, le même. mais ça c'est la magie du cinéma. Déjà, les gens qui viennent voir votre film, bon, voilà. Et justement, en fait, c'était ma question. J'y viens. Parce que la question, donc, c'est que je trouve que donc, le film est vraiment passionnant, même si on connaît, enfin, on connaît pas personnellement, mais on connaît par les récits ce que vous dites et à quel point c'est véridique. Nous, on le sait parce qu'on leur parle. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui ne se posent pas la question. Et donc, c'est un film qui est hyper politique, ça c'est évident, parce que ça vient montrer ce qu'on essaye de dire tous quand on est auprès de ces exilés, c'est de dire qu'on les traite parfois comme des gens qui viennent profiter, alors que ce sont des héros, on le dit toujours, pour moi c'est des héros du quotidien, avoir le courage de faire ce qu'ils ont fait, juste parce qu'ils ont envie d'aider leur mère, enfin ça c'est le quotidien de ce qu'on entend, et c'est jamais dit, ou en tout cas pas assez dit. Donc c'est très politique, ça parle aussi de la problématique du travail, du fait que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler, donc ce qui les pousse dans ces difficultés de travail, et on pourrait parler de travailleurs sans papier, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. La question est la suivante, donc c'est un film très politique, est-ce que vous l'avez, est-ce qu'il a été envoyé, est-ce qu'il a été vu par des gens du ministère de l'Intérieur par exemple? Quand on voit la loi qui a été votée en janvier 2024, on voit à quel point on est totalement à l'opposé de ce que vous montrez qui est la vérité, à quel point on continue à mentir à la population, notamment les médias, sur qui sont les sans-papiers, qui vraiment le contraire de Souleymane. Voilà, ma question c'est, est-ce que vous savez si quelqu'un s'est intéressé au niveau politique à ce que vous aviez proposé? Alors en janvier 2024, le film n'était pas terminé, hein, mais bon, puisqu'on l'a fini de terminer la veille de Cannes. Je ne pense pas jusqu'à présent qu'il ait été vu par des politiques, qui que ce soit, mais si ça marche bien, si le film fait vraiment beaucoup parler de lui, j'espère qu'il puisse être vu par des politiques. Mais là, on n'en est pas encore là. Le film n'est pas sorti encore, il sort le 9 octobre. Vous avez la primeur là, mais c'est pas encore... Et venir raconter que votre acteur
était un sans-papier, donc un travailleur sans-papier. Je trouve ça vraiment génial à l'heure actuelle, vu comment on parle des travailleurs sans-papier. J'aimerais bien que quand on va arriver, quand le film va sortir, qu'on ait résolu ce problème, mais je pense que le délai va être un peu court. Merci beaucoup, c'était super. Donc je voulais effectivement vous remercier pour la façon dont vous rendez invisibles tous ces migrants. Donc moi je fais partie d'une association qui est sur Rouen aussi, qui s'appelle Réseau Solidarité Migrants, et on travaille en particulier avec les jeunes mineurs. Donc vous dites que votre acteur principal donc, est arrivé en tant que mineur en France. Et effectivement, sur Rouen en particulier, il y a beaucoup de Guinéens qui arrivent. Les Guinéens sont parmi les plus représentés parmi les mineurs isolés. Voilà, c'est ça. Et donc, juste dire qu'effectivement, quand ils nous racontent leur parcours, on peut avoir ce sentiment parfois que effectivement, c'est des histoires qui se répètent. Mais il ne faut pas oublier que, comme le disait Madame, c'est des héros, c'est des histoires singulières et qu'ils méritent bien sûr l'accueil le plus bienveillant possible. Et donc, surtout, ce que je voulais dire, c'était que... ça m'éclate. Mais en tout cas, effectivement, c'est important de les considérer et de pouvoir les aider à la fois dans leur parcours juridique, mais aussi dans leur quotidien pour qu'ils arrivent à trouver leur place, ce qui n'est pas gagné de fait. Merci, le film ne vise qu'à ça, hein, à mettre un visage singulier, une histoire singulière sur ce terme un peu générique de migrant ou de... Voilà. Oui. Merci pour votre film. Moi, je voudrais dire que c'est très crédible du point de vue de quand on connaît quand on est en contact avec des Guinéens ou des Ivoiriens. Votre film est vraiment très crédible. Ça donne une connaissance fine de la migration actuelle qui vient d'Afrique. Mais moi, je suis militant CGT qui m'occupe des dossiers de travailleurs sans papier. Et je voudrais témoigner sur ce que ça dit de la société française aussi quand même. Parce que vous dites, l'agente de l'OFPRA, c'est un peu... elle nous représente. Non, elle, c'est un niveau supérieur de représentation parce qu'elle connaît déjà beaucoup de choses, elle est contrainte par les règles de son organisme et tout. Non, ceux qui nous représentent, c'est ceux qui commandent les repas, que vous l'apportent et qui, pour la plupart, sont plutôt sympas et polis. Mais on voit aussi l'exemple de la petite peste là, qui le signale. C'est ma fille qui joue le rôle. Bravo. On fait les mauvais rôles en famille. Mais je veux dire, c'est sur ça aussi qu'il faut qu'on s'interroge, sur cette espèce de développement de ces sociétés-là. Et en disant une vingtaine d'années où on travaille sur cette question, sur Rouen au niveau syndical, on n'a jamais pu avancer sur un dossier de livreur. Enfin, c'est même pas la peine. C'est impossible à régulariser. Mais c'est pas impossible à régulariser comme ça, c'est parce que ils ont été exclus de la relation salariale. Et ils ont été exclus sciemment, politiquement. Et c'est pas hasard si maintenant votre héros va pouvoir être régularisé parce que quelque part il a été salarié du cinéma, alors qu'eux, ils sont dans un néant social. Et donc là, ça nous indique ce que nous, les leviers qu'on peut avoir, nous, en tant que citoyens français par rapport à ça, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la France a bloqué une directive qui visait à transformer la plupart de ses livreurs sous auto-entrepreneurs en salariés. Ça a été sciemment bloqué par Emmanuel Macron, qui aime bien ce genre d'économie réseau. Et puis, il y a aussi des choses, c'est ce que disait Cécile, enfin, par exemple, dans la première version de la loi immigration, il y avait l'idée que peut-être qu'un demandeur d'asile, plutôt que d'avoir une allocation, d'être à la remorque de la société pour une allocation vraiment minime. Allocation, c'est 8 € par jour, c'est combien? Ouais, 440 € par mois pour 440 par mois. C'est ça, c'est 440 € par mois. Peut-être qu'il pourrait être autorisé à travailler, par exemple, au bout de 6 mois, je crois que c'était ça le projet. Ça a été retoqué parce que c'était, soi-disant, l'invasion migratoire qui nous pendait au bout du nez, simplement parce que des gens, au lieu d'attendre à déprimer dans leur coin, pouvaient travailler éventuellement comme salariés. Donc je crois que
c'est bravo pour la façon empathique dont vous montrez les immigrés, y compris avec leurs contradictions entre eux. Enfin, c'est pas un monde de bisounours, hein, c'est sûr, mais comment, y compris, ils sont pris dans un schéma, dans des schémas d'exploitation aussi entre eux. Mais réfléchissons aussi sur ce qu'elle dit sur nous, et sur quoi, parce qu'on est quand même dans une période d'incertitude politique, donc c'est peut-être le moment, non pas, comme vous dites, de faire des grands discours généraux sur l'immigration, mais d'agir peut-être sur quelques leviers, comme par exemple, ça serait bien que les livreurs des plateformes aient des statuts de salariés, et ça serait bien qu'un demandeur d'asile ait le droit de bosser. Ça, c'est deux choses qui sont vraiment exprimées dans votre film, et encore merci. Merci à vous. Puisque vous parlez de la CGT, j'embraye sur un souvenir. Au tout début où j'ai commencé à travailler sur le film et donc à faire des recherches, il y avait un conflit à Paris qui était le conflit Frischti, que vous devez savoir. Frischti, c'était donc une plateforme de livraison qui était en train de se développer de manière exponentielle. Et il se trouve qu'un journaliste de Libération fait la dernière page de Libération, c'est-à-dire le portrait. Il fait le portrait d'un livreur sans papier qui travaille pour Frischti, et en disant, ben voilà, chez Frischti, il y a plein de travailleurs sans papier qui sont là et qui travaillent, qui sont engagés en toute connaissance de cause par la plateforme. Donc la plateforme Frischti, devant cet article de Libération, tout d'un coup, très mal à l'aise, dit « Ah bon, des sans-papiers chez nous ?» alors qu'ils étaient allés les recruter dans la rue. Hein. Mais ils font « Ah bon, des sans-papiers chez nous ?» et du coup, ils réagissent en disant ben, « On va tous les virer ». Donc tout d'un coup, ils virent les 300 livreurs qui travaillaient pour eux, et ces 300 livreurs qui travaillaient pour eux, certains depuis quelques mois, certains même depuis plusieurs années, se retrouvent sans rien, et vont voir une association qui les emmène vers une autre association qui finalement les emmène à la CGT, c'est pour ça que je parle, et la CGT qui a commencé à essayer de les rassembler pour faire une action collective. Et donc moi je me souviens d'avoir assisté, c'était vraiment parmi c'était le tout début où je faisais des repérages, d'avoir assisté à cette manifestation Frischti, et j'avais trouvé ça bouleversant en fait. Il y avait, pardon si le tableau que je vais en donner ne va pas vous là, mais il y avait donc 300 jeunes hommes noirs qui je pense n'avaient aucune culture syndicale, n'avaient jamais eu l'expérience de ce type d'action, qui entouraient une camionnette de la CGT avec 3 monsieur moustachus d'un certain âge, et le rapprochement des deux, j'avais trouvé ça bouleversant, moi. Je m'étais dit, waouh, je trouvais ça bouleversant. Alors le film ne raconte pas tout à fait ça, hein. Le film c'est pas sur une lutte syndicale, c'est pas sur... Mais ça, voilà, c'est sûr que si j'ai choisi ce sujet-là, parler d'un livreur plutôt que de raconter n'importe quel autre migrant, c'est parce que sur le livreur et sur ces livreurs sans papier, et je rappelle qu'à Paris, la majorité des livreurs sont des livreurs sans papier, on parle de, je crois, entre 50 et 80%. Chez les livreurs, on se croise plusieurs thématiques, c'est-à-dire à la fois la question migratoire et la question de ce capitalisme numérique tout récent et de l'exploitation qu'elle permet. Et les deux se rencontrent très bien en fait. C'est-à-dire que ce capitalisme numérique qui isole complètement les individus qui sont tout seuls face à l'application, qui ne sont pas en mesure de former un groupe, qui ne sont même pas face à un patron, ces individus complètement isolés comme des électrons, ça va très bien de prendre des gens qui sont là, exilés, et qui ont aucune attache en fait. Donc voilà, c'est sûr que quand j'ai choisi de traiter ce sujet-là, de m'intéresser à un personnage de livreur, je le fais en toute connaissance de cause de qu'est-ce que ça raconte de notre monde et de notre société contemporaine. Je vous remercie bien évidemment pour votre film. Moi je n'ai pas vu vos films précédents. Moi je suis sage-femme en centre médico-social et en fait je vois des femmes guinéennes qui arrivent souvent à l'issue de leur parcours enceintes. Voilà. Donc c'est des grossesses qui sont issues bien sûr de rapports non consentis. Hein. Et on l'entend un petit peu quand il parle à sa petite amie qui est restée, qui veut le rejoindre et qui lui dit mais non, tu ne penses pas, tu sais pas, enfin, tout ce que tu peux vivre sur ton parcours. Est-ce que vous avez pensé déjà à évoquer un parcours de femmes migrantes parce que là on voit beaucoup les hommes
C'était le sujet de mon premier film. Bah oui, c'est dans Hope. Hope racontait Voilà, l'histoire d'un Camerounais et d'une Nigériane qui se rencontrent sur la route de l'Europe. Et il racontait, Hope c'est le prénom de cette jeune femme nigériane, et ça racontait son chemin sur la route de l'Europe, et c'est ça. Et le film existe en DVD, hein, très facilement. Chez Pyramide, vous pouvez le trouver. Alors oui, merci pour le film également. Et ma question portait également sur la condition des femmes dans ce film. Et alors une chose que je regrette un peu de mon côté, c'est que souvent quand on aborde le sujet de la femme dans l'immigration, on l'aborde effectivement souvent sur l'angle de la sexualité, mais on ne prend pas forcément en compte son parcours économique. Voilà, donc moi je trouve que ça aurait été peut-être des thématiques intéressantes à aborder, même si bon, c'est très dommageable ce qui se passe pour les femmes dans ces conditions. Mais je trouve qu'on aborde surtout ce sujet et on n'aborde pas forcément le volet économique, le volet politique. Voilà, donc c'est juste peut-être avoir votre ressenti sur ce sujet. Mais vous avez raison, et je vous engage à faire un film sur le sujet. Et c'est vrai, c'est vraiment un film de mec. Bon, c'est l'histoire d'un homme. Le milieu des livreurs, on m'a dit qu'il y avait des femmes, j'en ai jamais rencontré, mais on m'a dit que ça existait, mais j'en ai jamais vu. Bon, peut-être ça existe, mais si ça existe, c'est vraiment de manière très marginale. Ensuite, il dort dans un foyer qui est un foyer d'hommes, où il y a 400 hommes. Donc c'est un film très très masculin. Voilà. Heureusement qu'on a Nina Meurice à la fin qui existe un petit peu, mais c'est vrai que c'est un film très masculin. Donc c'était pas du tout l'objet de ce film-là. J'étais quand même content de faire exister sa copine un tout petit peu à travers une scène, mais c'est sûr, c'est pas l'objet du film. Mais vous avez raison, même vraiment, je vous encourage à faire ce film. Bonsoir, merci d'être présent. Je voulais juste mentionner que je trouvais plutôt honorable et très osé de votre part d'avoir engagé une personne qui n'était pas régularisée au final. Donc bravo à vous. Moi j'ai deux petites questions spécifiques au tournage. Je voulais savoir si le tournage avait duré beaucoup de temps, enfin, en termes de mois, semaines, si on pouvait l'avoir approximativement. Et si vous avez rencontré des gros problèmes sur le tournage, peut-être, je sais pas du coup, mais un gros problème. Alors, sur la première chose déjà, la question d'engager des sans-papiers. Au début, mon producteur a essayé de me convaincre parce que c'est la règle, hein, que normalement on a le droit d'engager que des gens qui ont des papiers. Il m'avait fait même organiser un rendez-vous avec une avocate qui m'a prêché la bonne parole, qui m'a expliqué qu'il fallait engager des gens avec des papiers. Mais pour moi, ça avait une évidence, parce que c'était ça les gens que je rencontrais sur le terrain, quoi. Ça avait une évidence que c'était un film qu'il fallait faire avec les gens de ce milieu, et que les gens de ce milieu, très majoritairement, ils sont sans papiers. Parce que les seuls qui auraient pu avoir le profil que j'aurais pu rencontrer, ça aurait été d'anciens mineurs isolés qui donc auraient obtenu des papiers comme ça et qui seraient majeurs. Ce qui est le cas d'ailleurs de deux personnes dans le film qui ont des papiers. Donc le petit Khalil, qui s'appelle Younoussa en vrai, donc lui c'est un mineur, il va bientôt être majeur, mais c'est un mineur donc, qui a été reconnu qui a des papiers. Et puis, en fait il y en a plein qui ont des papiers, parce que le titulaire de compte, qui est donc un Camerounais, il est arrivé mineur aussi, il a été reconnu, donc il a eu des papiers comme ça. Voilà, c'est un profil, mais c'est vrai que parmi les livreurs, l'immense majorité de ceux que je rencontrais n'avaient pas de papier. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai réussi à convaincre mon producteur que c'était la manière honnête de procéder et que ma démarche n'aurait aucun sens si je cherchais que des gens qui auraient des papiers. Et c'est pas un film qu'on avait fait avec Omar Sy. Moi, quand je vois comment s'appelle le film de Nakash Toledano, Samba, quand je vois Samba avec Omar Sy qui imite l'accent de quelqu'un qui a grandi en Afrique, je peux pas supporter ça. C'est pas possible. C'est comme si moi j'allais imiter l'accent russe. Non. C'est l'écriture à la Gaumont. Bon, c'est un autre type de film. En tout cas, par rapport à ma démarche, tout devait être cohérent et tout a été cohérent dans le tournage du début à la fin. J'en suis très content. Tout, y compris la manière de dépenser l'argent sur ce film, tout est aligné. Et dans l'alignement, il faisait partie que si on avait besoin de sans-papiers, on prenne des sans-papiers. Et c'est la méthode Toledano sur tous les films, hein, de toute façon. Voilà, mais après c'est un autre cinéma, un cinéma de star, où ouais, on a besoin. Bon, c'est pas du tout mon cinéma. Ça c'est la première. Ensuite, la durée du tournage, c'est 8 semaines. On avait fait pas mal de répétitions avant. 8 semaines, c'est plutôt pour un film à petit budget, c'est un film à petit budget, c'est plutôt confortable. Parfois, quand on voit des petits budgets, les producteurs veulent baisser la durée, faire descendre à 6 semaines, voire à 5 semaines, ce qui devient très casse-gueule. Et notamment pour un film avec
enfin, pour un vrai film de cinéma où on veut un peu chercher des choses au plateau, tout ça, il faut avoir un peu de temps. Donc 8 semaines, c'était très bien. Et votre question serait? Si, un gros problème sur ton âge. Un gros problème? Non. Ou des problèmes. Mais après, des problèmes, il y en a toujours, il y en a chaque jour. Mais un gros problème, non. Il n'y a pas eu d'accident de vélo. Personne n'est mort. Il n'y a pas d'acteur qui s'est fait arrêter pendant le tournage. Aucun acteur s'est fait arrêter. Sangaré, il avait un récépissé puisqu'il venait de déposer son dossier, donc il était protégé par son récépissé, ce qui nous rassurait quand même un peu. Non, franchement, il y a des choses après que, voilà, moi je voulais tourner dans le centre d'hébergement d'urgence, c'est la boulangerie. C'est un centre qui existe vraiment, qui est à Porte de Clignancourt, et ça s'appelle la boulangerie parce que c'est l'ancienne boulangerie de l'armée française. Il y a des très grands fours comme ça, c'est là où on faisait le pain pour toute l'armée française. Et maintenant c'est un centre d'hébergement d'urgence qui va d'ailleurs être refait parce que c'est 400 lits dans des dortoirs immenses en enfilade comme ça. Je voulais absolument tourner là, alors finalement on n'a pas eu l'autorisation. Et je comprends, ça faisait un tournage de nuit, en plus on aurait fait chez tout le monde, et moi ça aurait vraiment pas été facile pour moi pour travailler là-dedans, mais c'était mon envie de départ, j'ai pas eu cette autorisation. Problème, du coup on a reconstitué un centre ailleurs, bon ça c'est un problème. Avec la RATP ça n'a pas été facile pour filmer dans le métro, alors c'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on filme, hein, mais ils ont des contraintes, donc vous leur dites est-ce qu'on peut filmer, ils disent d'accord c'est 20 000 €, donc en soi, pourquoi pas, mais enfin on va discuter un peu quand même. Et puis surtout, vous leur dites, moi, ça, voilà, ma scène, c'est un gars qui se faufile dans le métro, donc qui rentre sans payer. Il dit, ah non, parce que ça, on ne montre pas ça. Alors je dis, bon, mais en expliquant finalement que c'est pas parce qu'il est méchant, ou parce qu'il fait un caprice, mais parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas payer, ils comprennent, ils acceptent. Et après, on dit, voilà, il monte à dernière minute à Barbès, et les portes se referment derrière lui, et le métro part. Il est d'accord, donc vous allez partir en tête de ligne, donc à Porte Dauphine, le terminus de la ligne, dans un métro bien arrêté, que vous allez remplir de vos figurants. Après, le personnage il va monter tranquillement, pour pas qu'il y ait d'accident. On va fermer la porte. Attendez, non, c'est pas ça que j'ai demandé. Donc là, on discute pendant 2 mois, 3 mois. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais sinon, non, globalement, ils ont fini par nous donner ce qu'on voulait, donc très bien. Ouais, la RATP c'était chaud quand même, c'était compliqué. Après c'est pareil, j'avais une très grosse scène dans le RER, ce qui en soi est déjà une prouesse. Généralement dans les métros, dans les RER, on ne fait pas des vraies scènes. On fait des plans d'illustration un peu, mais une vraie scène de dialogue dans un RER qui est un lieu extrêmement bruyant, et puis qui bouge tout le temps, et des gens qui montent, qui sortent, et puis bon, c'est un gros bordel. Bon, ils nous ont donné la moitié du temps dont on avait besoin. Bon, ça c'était compliqué avec eux, mais finalement on a quand même pu faire. Moi je suis content, hein. J'ai fait tout ce que je voulais. Donc si vous n'aimez pas le film, c'est tout de ma faute. Moi j'ai vraiment eu ce que je voulais. Sur ce film, je suis très heureux de ce film en fait. Pardon d'être content. Et demain tu demain tu seras bien, tu vas faire une super avant-première. Tu vas faire une super avant-première à Amiens demain soir. Voilà, avec Abou. Demain soir. Et Abou Sangaré n'est pas avec nous ce soir, parce que comme il a un OQTF sur la tête, voilà. Il se déplace pas trop. Mais demain, on fait une avant-première avec lui à Amiens, qui est sa ville, la ville qu'il aime et où il habite depuis longtemps et il a plein d'amis. Et il sera là et il présentera, et voilà, et toute la presse régionale, et la télé régionale, et la radio régionale sera là pour lui, voilà. Lui principalement. Et moi, je dirais rien. Merci beaucoup, merci Maurice. Merci beaucoup. Merci à vous.